Alors on va passer justement donc, de maire à ministre, ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, c'est dans cet ordre-là, je ne sais plus. Et donc je passe la parole à Julien Caron. Julien Caron. Les communications précédentes ont montré, c'est à la fin des années 60, début des années 70, que René Goblet se lance véritablement en politique. Mais c'était à partir des années 1880 que sa carrière emprunte ce qu'on peut appeler le cursus honorum républicain, c'est-à-dire cette filière classique finalement de la République des avocats, filière ascendante qui mène de responsabilités politiques locales vers des responsabilités, de hautes responsabilités nationales, puisque vous le voyez, ça a été dit, il est ministre dans 5 gouvernements différents, et même président du Conseil en 1886-87, et qu'à ces différents postes, il contribue à l'avancée de réformes d'importance, notamment dans l'enseignement. Mais finalement, comme de nombreux acteurs politiques de son époque, il pourrait être assez facilement rangé parmi ceux qu'on appelle les oubliés de la République. Et un chroniqueur politique, un de ses contemporains, le qualifie pourtant de Clémenceau de province. Donc finalement, entre cette figure d'acteur de premier plan, d'homme de gouvernement de premier plan, et d'homme politique secondaire, finalement, où se situe un petit peu René Goblet, ce sera l'objet de cette communication, en essayant de revenir en 3 points finalement, et en suivant sa carrière ministérielle pour voir quel ministre a donc été René Goblet. Alors il est d'abord en poste dans des ministères régaliens, et en particulier comme secrétaire d'État à la justice, même si on dit à l'époque sous-secrétaire d'État à la justice. Il suit en particulier les dossiers qui concernent la réorganisation du Conseil d'État, et aussi et surtout les nominations dans le personnel de la magistrature du parquet. C'est un de ses domaines de prédilection qu'il connaît bien. Il s'agit alors d'une étape très importante de la politique dite d'épuration administrative des Républicains, c'est-à-dire qu'il s'agit de remplacer dans ces institutions les fonctionnaires bonapartistes ou monarchistes afin de consolider la République. Et cette fonction l'amène d'ailleurs fréquemment, soit à la Chambre, soit au Sénat, à défendre les projets du gouvernement dans ce domaine. Alors il se fait, c'est vrai, durant ces années, une solide réputation, durant ces mois plutôt même de secrétariat d'État à la justice, une solide réputation qui le mène ensuite au ministère de l'Intérieur, dans le 2e cabinet Fraissinet, où il dépose en effet le projet de loi, non pas sur la réforme municipale, mais le projet de loi qui est à l'origine de la réforme municipale, celle de 1884. C'est aussi ce qu'on appelle à l'époque la décentralisation municipale. C'est un point phare du projet républicain depuis la fin du Second Empire. On le retrouve par exemple dans le programme de Belleville, de 1869. Il s'agit de défendre les libertés communales, l'indépendance communale, mais aussi de faire élire les conseils municipaux, mais aussi les maires et les adjoints au suffrage universel. Puisque maires et adjoints, on l'a vu, sont nommés et soumis à l'étroit contrôle des préfets, mais aussi du pouvoir central. Alors, ce projet sur l'organisation municipale, il est en gestation depuis les débuts des années 1870. Je ne vais pas revenir sur tout le déroulement, mais quand René Goblet est ministre de l'Intérieur, le gouvernement Fraissinet sépare la question en 2 textes de loi. L'un sur la désignation des maires, c'est la loi du 28 mars 1882, d'ailleurs le même jour que la loi Ferry. Et cette loi accorde à toutes les communes, sauf à Paris, le droit d'élire le maire et ses adjoints. Et puis il y a un autre projet de loi qui doit définir les compétences des communes, et ce projet de loi est défendu et déposé par René Goblet un petit peu plus tôt, le 25 mars 1882. Mais la commission parlementaire qui est chargée de l'examen de ce projet de loi se prononce à la fois contre ce projet et l'ampute de toutes ces dispositions les plus ambitieuses, notamment celles qui concernent l'organisation de la mairie de Paris, qui est vraiment des sujets de débat à l'époque, qui divise autant les monarchistes d'ailleurs que les républicains. Mais le gouvernement considère que l'essentiel étant acquis, c'est-à-dire l'élection des maires et des adjoints, la question de la définition des pouvoirs des communes finalement apparaît désormais comme secondaire. Et lorsque le rapporteur du projet de loi Goblet, qui est aussi le président de la commission parlementaire, Émile de Marcer, remet son rapport à la Chambre des députés en décembre 82, René Goblet a déjà quitté le gouvernement depuis plus de 4 mois.
Cependant, ce projet de loi sur l'organisation municipale continue d'être débattu pendant 2 années et il aboutit au vote de la loi du 5 avril 1884, celle qui est portée par le gouvernement Ferry, portée par l'un des successeurs de René Goblet au ministère de l'Intérieur, Pierre Waldeck-Rousseau. Alors, comme ministre de l'Intérieur, René Goblet intervient aussi dans un autre débat, celui qui concerne la procédure d'expulsion des étrangers du territoire français, qui est facilitée depuis la loi de 1849, et René Goblet propose en vain de revenir sur cette loi, notamment en diminuant les pouvoirs du gouvernement, en diminuant le pouvoir arbitraire du gouvernement dans ce domaine, mais ce projet n'aboutit pas. Bruno Pousset l'a rappelé tout à l'heure, il poursuit aussi rigoureusement l'application des décrets du 29 mars 1880 pris par le gouvernement Freycinet, ce qui l'amène à expulser la congrégation des bénédictins de Solesmes, qui s'était reformée après avoir été dissoute précédemment. Et c'est finalement ce combat contre le cléricalisme qu'il poursuit ensuite au ministère de l'Instruction quelques années plus tard. Alors René Goblet a pris part à la chute du gouvernement Ferry. On l'a dit, finalement il s'oppose aux 2 hommes forts du moment, Gambetta et Ferry, et finalement il devient le continuateur de la politique de Jules Ferry au ministère de l'Instruction publique, dans un gouvernement, dans un ministère où certes il ne semble pas préparé, c'est ce que raconte Maurice Pélisson dans la notice qui lui est consacrée dans le fameux dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, et où surtout il suscite la défiance des hauts fonctionnaires du ministère, comme le raconte assez bien Louis Liard, un peu plus tard également, dans la revue pédagogique où il consacre un article à René Goblet, défiance vis-à-vis de René Goblet parce qu'on connaît, son opposition forte à Jules Ferry. Néanmoins, son œuvre la plus importante est le vote de la loi du 30 octobre 1886 qui précise l'organisation du fonctionnement de l'enseignement primaire, aussi bien élémentaire que supérieur, et laïcise le personnel enseignant, puisque la loi Goblet confie l'enseignement dans les écoles publiques à un personnel exclusivement laïque, en prévoyant dans l'enseignement primaire public masculin que les maîtres congréganistes soient remplacés par des instituteurs laïcs dans un délai de 5 ans, et que les institutrices congréganistes, alors majoritaires dans l'enseignement primaire féminin, le seront au fur et à mesure que les postes deviennent vacants. Alors cette loi confie aussi au préfet le pouvoir de nommer, muter et révoquer les instituteurs sur proposition de l'inspecteur d'académie. Donc je disais qu'il était aussi au ministère de l'Instruction celui qui, dans la loi Goblet, finalement, confie le pouvoir de nommer, révoquer, muter les instituteurs au préfet, ce que les élus locaux catholiques et monarchistes adversaires de la laïcisation dénoncent comme une entrave aux libertés communales, puisque finalement la loi Goblet retire au maire le pouvoir de désigner les instituteurs. La loi Goblet précise aussi que les recteurs ne pourront plus être recrutés en dehors de l'instruction publique, comme l'avait décidé précédemment la loi Fallou de 1850. Et en définitive, cette loi Goblet finit d'achever finalement les derniers vestiges des privilèges qu'avait accordé la loi Fallou aux congrégations enseignantes. Néanmoins, cela ne signifie pas que René Goblet veuille porter atteinte à la liberté de l'enseignement privé, puisque certes il ne veut plus aucun congréganiste dans les écoles de l'État, mais ils ne sont jamais à leur interdire d'avoir leurs propres écoles. Simplement, dans les écoles publiques, René Goblet veut des instituteurs et des institutrices formés par l'État, comme il le rappelle à plusieurs reprises devant le Sénat. Ça a été évoqué tout à l'heure, en réalité l'initiative de cette loi n'appartient pas à René Goblet. Elle est issue d'une proposition de Paul Bert de 1882, présentée dans un premier temps par Jules Ferry au nom du gouvernement en février 1882 également, et finalement la loi poursuit son cheminement par la Chambre des députés, le Sénat en 1884, avec à l'époque Armand Fallières comme ministre de l'Instruction publique, et les débats se poursuivent jusqu'au moment où René Goblet est ministre de l'Instruction publique, et c'est alors que
finalement, il entre en action en défendant avec ténacité cette loi, alors connue sous le nom de loi sur la laïcité, en particulier contre les attaques de la droite catholique au Sénat et donc c'est son discours au Sénat qui emporte le vote des sénateurs et qui fut affiché, comme ça a été rappelé tout à l'heure, dans toutes les communes de France, l'idée étant de faire connaître dans les communes l'esprit de la nouvelle législation du pays. Alors l'un de ses adversaires politiques, Paul de Cassagnac, député bonapartiste passé ensuite au boulangiste, a même reconnu, je le cite, que l'ardeur que René Goblet a mis à défendre cette loi lui en donne plus que le parrainage, elle lui en donne la paternité. Alors la loi Goblet est aussi une étape décisive dans la définition et l'organisation des écoles primaires supérieures. Alors celles-ci ont été créées par la loi Guizot en 1833, elles sont tombées en déshérence après 1850, avant d'être relancées par une suite de textes réglementaires en 1879. Et la loi Goblet définit complètement l'enseignement primaire supérieur, tout d'abord en confirmant son caractère primaire et donc gratuit, puisqu'elle figure dans l'énumération des lois, dans l'énumération de la loi avec la liste des établissements où l'enseignement primaire est donné, et surtout elle définit un corps enseignant spécifique pour les hommes comme pour les femmes, corps enseignant conçu comme l'élite du primaire et placé sous le contrôle de l'administration centrale. Et la période qui suit la loi Goblet est marquée par une réelle croissance du nombre d'enseignants spécialement qualifiés pour les EPS, avec des femmes d'ailleurs souvent bien plus qualifiées, plus diplômées que les hommes. La loi Goblet renvoie en revanche la définition des conditions d'admission des élèves, mais aussi des programmes d'enseignement et le déroulement des scolarités au texte réglementaire d'application que signera son successeur, Marcellin Berthelot, mais René Goblet porte une attention toute particulière au nouvel examen du certificat d'études primaires supérieures, puisque dans une circulaire de juin 1885, il demande par exemple que lui soient remontés les résultats de l'année 1885, mais aussi des 2 années précédentes, ainsi que les copies des meilleurs élèves, filles comme garçons, afin qu'ils puissent se rendre compte du niveau de préparation des candidats et de la valeur des compositions et plus généralement du niveau des études. Alors, par d'autres textes réglementaires, René Goblet accomplit aussi ou poursuit l'accomplissement de l'organisation de l'enseignement supérieur. Alors, l'enseignement supérieur, à l'époque, est éclaté en différentes facultés, mais sans véritablement en lien entre elles. Et par un double décret du 25 juillet 1885, René Goblet dote les facultés de la personnalité civile, ce qui les rend aptes à recevoir des dons, des legs, des subventions. Tandis qu'un 3e décret du 28 décembre 1885 définit l'organisation administrative des facultés en créant dans chaque académie un conseil général des facultés qui joue un rôle essentiellement délibératif mais participe au regroupement des facultés de chaque académie sans pour autant les fondre dans de grands établissements universitaires. Alors là encore, l'action de René Goblet s'inscrit dans la lignée d'une initiative de Jules Ferry, puisqu'il avait lancé, lorsqu'il était ministre de l'Instruction, une enquête auprès des facultés sur la création, l'organisation d'universités rassemblant les facultés d'un même ressort. Et cette enquête est poursuivie en mai 1885, et finalement c'est René Goblet qui récolte les fruits de cette nouvelle réforme dont il caractérise le sens dans différents discours publics, dont un que je vous ai reproduit ici. Alors cette volonté de soutenir les facultés, ce qu'on pourrait appeler à l'époque la haute culture intellectuelle, passe aussi par une politique de création de grands établissements, de laboratoires, d'enrichissement des collections muséales et d'entretien des bibliothèques. Et c'est dans ce contexte-là que René Goblet, par exemple, fait l'acquisition, du moins par l'État, du musée Guimet, mais aussi qui est créé une nouvelle section à l'école des hautes études, une section des sciences religieuses, en 1886. René Goblet s'intéresse également à la réforme de l'enseignement secondaire spécial. Or, celui-ci a été fondé par Victor Duruy à la fin du Second Empire.
Il doit permettre de dispenser une instruction appropriée aux besoins des industries, de l'agriculture, du commerce, bref, former une main-d'œuvre qualifiée pour accompagner l'industrialisation du pays. Alors, il ne s'agit pas à proprement parler d'un enseignement professionnel, c'est plutôt un enseignement général, plus court et pratique, mais sans travaux d'atelier, de travaux pratiques, puisqu'il s'agit avant tout de dessin linéaire, de comptabilité, d'enseignement de la chimie appliquée à l'industrialisation, par exemple. Donc il souhaite créer un enseignement général plus court à côté de l'enseignement secondaire classique. Alors Jules Ferry avait déjà lorsqu'il était ministre de l'Instruction, allongé la durée des études de l'enseignement secondaire spécial de 4 à 5 années en distinguant 2 cycles, l'un de 3 ans, l'autre de 2 ans, et fait couronner ses études par un baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial. René Goblet estime que l'enseignement secondaire classique n'est pas adapté à la majorité des élèves des lycées et des collèges. Mais dans le même temps, il considère que l'enseignement secondaire spécial se situe à un niveau trop bas pour ces mêmes élèves. Il considère donc que l'enseignement spécial doit se distinguer de l'enseignement classique, l'enseignement avec latin, tout en ayant la même reconnaissance. Et encore une fois, il précise pleinement sa conception de cet enseignement secondaire spécial dans un discours public. Bref, c'est un enseignement classique sans latin, mais avec plus de sciences et de langue vivante. Alors cette conception est aussi en accord avec l'idée que se font les républicains de fonder la République sur les couches sociales nouvelles, selon la formule de Gambetta, en reliant une instruction plus élevée pour les catégories intermédiaires de la société, plus nombreuses, promotion sociale de ces catégories et démocratisation politique. Pour fortifier et rehausser l'enseignement spécial, René Goblet met en place 2 commissions. L'une est créée et installée en décembre 1885 et chargée de réfléchir à un élargissement des débouchés de l'enseignement secondaire spécial, et une seconde commission est chargée de renouveler les programmes de l'enseignement secondaire spécial, et c'est dans cette commission que les débats vont être les plus âpres, puisque cette commission propose de faire du nouvel enseignement secondaire spécial un enseignement général classique, organisé de manière à répondre aux besoins de l'industrie et du commerce, en particulier pour les élèves qui n'ont ni le goût ni le loisir de se livrer à l'étude des langues anciennes. Le projet donne d'ailleurs lieu à un affrontement entre partisans et adversaires de cette réforme à l'intérieur du Conseil supérieur de l'instruction publique, et le Conseil supérieur de l'instruction publique repousse formellement l'idée d'assimiler l'enseignement spécial à l'enseignement classique, et très symboliquement, d'ailleurs, le Conseil supérieur de l'instruction publique propose de maintenir le nom d'enseignement secondaire spécial, alors que René Goblet et les réformateurs souhaitaient l'appeler classique français. En revanche, le Conseil adopte le principe d'une année supplémentaire, et le décret du 8 août 1886 porte la durée des études secondaires spéciales de 5 à 6 ans, en supprimant les 2 cycles, en supprimant le certificat de fin d'études de 3e, pour décourager les études incomplètes, tandis que les programmes deviennent des programmes progressifs. Donc René Goblet participe à l'évolution, en réalité, de cet enseignement secondaire spécial qui aboutira en réalité en 1891. Bon, je passe très vite sur le domaine des cultes. Bruno a rappelé l'essentiel de l'action de René Goblet dans ce domaine. C'est la désaffection du Panthéon, puisqu'il est l'auteur d'un rapport et le signataire d'un décret sur la question, donc qui redonne à l'ancienne église Sainte-Geneviève sa fonction de sépulture nationale. Et c'est bien lui qui, en effet, lors des funérailles de Victor Hugo, prononce un discours, mais en tant que ministre des Beaux-Arts, puisque son discours se borne finalement à rendre hommage au génie du poète. Après la chute du ministère Freycinet, le président de la République, Jules Grévy, appelle René Goblet pour former un nouveau cabinet, et il cumule dès lors la présidence du Conseil avec le portefeuille de l'Intérieur et des cultes. Alors à la présidence du Conseil, René Goblet fait une simple promesse d'améliorer l'état des finances publiques. Il se prononce pour, je cite, l'ordre financier, la sincérité, la régularité du budget. Il affirme se situer dans la continuité de la politique prudente
du gouvernement Freycinet, dont le gouvernement Goblet est quasiment une réplique. 11 ministres, 8 étaient déjà dans le cabinet précédent, 6 ne changent pas de portefeuille ministériel. On parle à l'époque même pour désigner le cabinet Goblet d'un cabinet Freycinet sans Freycinet. René Goblet écarte toutes les réformes sur lesquelles, finalement le gouvernement ne peut devancer, dit-il, l'opinion publique, et c'est ainsi qu'en réponse à Clémenceau, il juge la séparation des églises et de l'État contraire au désir de la majorité de la société. Il refuse alors de prendre un engagement sur cette question. En revanche, il dépose un nouveau projet de réforme administrative, en particulier qui concerne le Conseil municipal de Paris, mais ce projet n'aboutit pas. Alors, le contexte parlementaire explique notamment cette prudence, pour ne pas dire cet immobilisme, puisqu'à l'issue des législatives de 1885, les républicains modérés n'ont remporté qu'une majorité relative et doivent composer avec une centaine de députés républicains de gauche, donc les radicaux, mais aussi des socialistes, tandis que les conservateurs occupent à peu près un tiers des sièges également. D'ailleurs, René Goblet, avant d'être remercié, aurait déclaré, d'après Charles Freycinet, c'est lui qui raconte ça dans ses souvenirs: « Nous quitterons le pouvoir sans regret, dans les conditions où il s'exerce, je ne sais pas qui pourrait le trouver enviable. » Alors la présidence, oui, ça rappelle beaucoup de choses. La présidence Goblet est surtout marquée par une affaire diplomatique connue sous le nom d'affaire Schnabelé. Importante crise diplomatique entre l'Allemagne et la France, qui fait suite à l'arrestation en avril 1887 à la frontière lorraine de ce commissaire français par la police allemande, qui a découvert ses activités d'espionnage organisées de son propre chef par le ministère de la Guerre, le général Boulanger. Alors, la position de René Goblet est la suivante. Lors du Conseil des ministres qui suit l'arrestation du commissaire, il propose d'envoyer un ultimatum ferme à l'Allemagne. Il est d'ailleurs soutenu en cela par le général Boulanger, qui lui se déclare prêt à déclarer la mobilisation générale. Bon, finalement, l'affaire est reprise en main par le ministre des Affaires étrangères, les tensions s'apaisent et finalement l'affaire se règle par la libération du commissaire par la voie diplomatique. Mais finalement, cette affaire révèle le risque d'une nouvelle guerre, exacerbée par le général Boulanger, très populaire, surnommé le général Revanche, et ouvre une crise gouvernementale qui va provoquer le départ de René Goblet. En effet, en mai 1887, donc on a un mois après l'affaire Schnabelé, une partie des républicains opportunistes comme radicaux participent au renversement du gouvernement Goblet afin d'écarter le général Boulanger du ministère de la Guerre. Mais c'est vrai sur la question, en réalité, du budget, des projets de réforme fiscale, dont la création d'un impôt sur le revenu. Il faut dire aussi que l'attitude bravache de René Goblet, qui a déploré ne pas avoir conclu ses querelles d'Allemands par la guerre, a déplu à Jules Grévy, en accord avec cette manœuvre politique, derrière laquelle se trouve également un certain Jules Ferry. Alors, René Goblet ne figure pas sans surprise là dans le gouvernement suivant, le gouvernement Rouvier, qui est majoritairement constitué de républicains modérés, qui obtient d'ailleurs la neutralité de la droite. Mais après le scandale des décorations, qui débouche sur la démission du président de la République Jules Grévy, puis l'élection à sa place de Sadi Carnot en décembre 1887, le gouvernement Rouvier démissionne, et cette crise marque aussi le retour aux affaires pour René Goblet. Il est d'abord sollicité pour former un nouveau gouvernement, mais il n'y parvient pas. La présidence du Conseil revient finalement à Pierre Tirard pour un gouvernement qui va durer quelques mois, et René Goblet est finalement nommé ministre des Affaires étrangères dans le cabinet Floquet en avril 1888. Or, cette nomination surprend. Elle surprend dans les milieux politiques et surtout dans les milieux diplomatiques qui n'ont pas oublié son action hasardeuse lors de l'affaire Schnabelé. Au Quai d'Orsay, cependant, René Goblet se révèle un homme de dossier dont l'action allie prudence et fermeté, c'est un peu son image de marque, dans un contexte plutôt délicat pour la France, puisqu'elle est isolée sur la scène internationale à cette époque. C'est l'époque de la course aux colonies, notamment en Afrique. C'est aussi l'entrée de l'Allemagne et de l'Italie dans cette politique expansionniste qui génère de nombreuses tensions et litiges. Donc, il y a un certain nombre de litiges et de tensions avec l'Italie à propos de la Tunisie,
Il y a aussi des tensions également et un début de guerre douanière avec l'Italie sous le ministère Goblet. Il faut rappeler aussi qu'en 1887, la triple alliance entre l'Italie, l'Autriche-Hongrie et l'Empire allemand a été renouvelée. Et c'est aussi dans ce contexte que les relations de la France avec la Grande-Bretagne sont aussi dégradées, notamment depuis l'affaire du canal de Suez. Mais René Goblet doit gérer dans ce contexte le blocus naval de Zanzibar par les marines allemandes et britanniques, un blocus qui dure quelques mois entre décembre 88 et septembre 89. Alors, officiellement pour mettre fin au trafic d'armes et au trafic d'esclaves sur la côte est de l'Afrique. Donc on a aussi parlé d'opérations coloniales déguisées en intervention humanitaire. Et René Goblet, dans ce contexte, prend une position assez nette, celle de s'opposer au Premier ministre britannique Salisbury, de s'opposer au droit de visite des navires français par la Royal Navy, qui est finalement un point de cristallisation aussi des relations franco-britanniques à l'époque. Donc il reste ferme sur la question, René Goblet. Il refuse d'accorder un droit de visite des navires français aux navires britanniques, position qui permet de préserver la souveraineté de la marine française, de préserver la présence coloniale française en Afrique, tout en contestant un petit peu, gentiment, la suprématie maritime britannique, même s'il il finit par accorder une concession aux Britanniques en février 89, un droit de visite limité au seul trafic d'armes et limité à cette partie de l'océan Indien. Alors, René Goblet n'a pas le temps de poursuivre son action diplomatique puisqu'il quitte le ministère des Affaires étrangères en février 89 suite à la démission du gouvernement Floquet. Alors pour conclure, finalement en 89 ça marque la fin de la carrière ministérielle de René Goblet, puisque même s'il continue ensuite sa carrière parlementaire, il reste à l'écart des responsabilités gouvernementales. Alors, a posteriori, on peut dire que le passage de René Goblet au ministère de l'Instruction publique correspond finalement à l'apogée de sa carrière ministérielle, autant qu'à l'amorce d'une évolution personnelle vers la gauche, mais que finalement, sa présidence du Conseil est un moment où René Goblet ne parvient pas véritablement à endosser, on va dire, la fonction, il ne parvient pas à dépasser le défaut de majorité, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il fut un ministre apprécié de ses fonctionnaires ministériels. Plusieurs témoignages en cela, qui louent son honnêteté, sa capacité d'écoute, malgré un caractère un peu rigide. Son action au ministère de l'Instruction publique est en partie sous-estimée, parce que finalement elle marque assez durablement les réalités de l'enseignement. Sa réforme de l'enseignement supérieur est un point de départ vers des universités foyers de rayonnement scientifique régional, achevé 10 ans plus tard, avec la constitution des universités en 1896, loi de 1896 en usage pour l'essentiel jusqu'en mai 1968. Sa réforme de l'enseignement secondaire spécial n'a qu'un destin éphémère, mais elle est une étape vers la constitution d'un enseignement secondaire moderne, c'est-à-dire sans latin, et vers l'unité d'un enseignement secondaire qui sera transformé en 1902. Sa loi de 1886 est certes importante, elle ne fait que compléter finalement l'œuvre de Jules Ferry, tout en stabilisant l'ordre primaire jusqu'en 1914 et en permettant aussi, il est vrai, le renouvellement et le recrutement de nouvelles institutrices. La loi de 1886 est aussi la première réglementation d'ensemble pour les EPS, instituant cet enseignement prolongé pour les bons élèves de l'école du peuple, sous la forme qu'il conservera jusqu'en 1940. Alors cette figure de la gauche radicale se retire ensuite de la vie politique, mais reste attentif aux affaires publiques. Il sort ainsi de sa retraite pour débattre de questions concernant l'école, ce qui montre aussi que c'est un dossier finalement qui l'intéresse peut-être plus que ne pense Bruno, puisque dans la revue parlementaire et politique, entre 1903 et 1905, il publie toute une série d'articles dans lesquels il prend publiquement ses distances avec Émile Combes et son gouvernement, dont il critique la politique anti-congréganiste, tout en rappelant son libéralisme et son hostilité au monopole de l'enseignement.
Il réaffirme aussi dans ses articles sa fibre revanchiste, dans le cadre du débat, un débat passionné à l'époque sur la crise du patriotisme à l'école, au cours duquel il soutient encore une fois publiquement une figure de l'Union des instituteurs patriotes qui s'appelle Émile Boquillon, en préfaçant son ouvrage qui s'appelle La crise du patriotisme à l'école, dans lequel Émile Boquillon affirme que la guerre est une fatalité à laquelle il faut se préparer, y compris dans les classes. Donc on a là un ancien ministre qui professe à la lettre le culte de la patrie, et il estime que l'école ne peut pas être indifférente à l'éducation au patriotisme, à une époque où les instituteurs sont gagnés par le pacifisme et où toute une partie de la gauche républicaine se détache de la question nationale. Ce qui lui vaut d'ailleurs de débattre par article interposé avec Ferdinand Buisson et de s'opposer à Ferdinand Buisson, qui prend position contre René Goblet dans le manuel général de l'instruction primaire. René Goblet reçoit d'ailleurs à cette occasion un appui de la droite catholique. Alors l'itinéraire de René Goblet paraît finalement plus complexe qu'il n'y paraît. Il peut paraître même atypique, tant qu'il révèle un esprit indépendant, ce qui nuance aussi la figure du notable lisse au parcours monolithique qu'on peut avoir quand on ne connaît pas René Goblet. Mais il est aussi pour moi le prototype même du ministre des débuts de la Troisième République, dont le parcours est à bien des égards représentatif de l'histoire mouvementée des gouvernements de la fin du XIXe siècle. On peut dire sans se tromper que c'est un homme de gouvernement de premier plan durant les années 1880, dans un contexte difficile, marqué par une instabilité ministérielle accrue, marqué par les premières crises politiques de la Troisième République. On peut aussi dire sans se tromper que son action a participé de manière continue à la républicanisation du régime, aussi bien au niveau de la magistrature, au niveau de l'œuvre municipale, au niveau de l'œuvre scolaire, de l'œuvre laïque, mais que finalement, si René Goblet reste le ministre qui a fait aboutir le processus de laïcisation du personnel enseignant, on pourrait dire que son bilan en reste là, puisque la portée de son action dans les autres ministères en particulier est beaucoup plus limitée et beaucoup plus incertaine. Je vous remercie. Merci Julien. Alors, est-ce que vous avez quelques questions, objections? On a 5 minutes. Oui. J'ai en partie aimé votre conclusion parce que c'est une question que je me pose aussi depuis qu'on a commencé cette journée, c'est finalement René Goblet, où est-ce qu'il est sur l'échiquier politique? Parce que une fois on nous dit c'est un démodéré, voire peut-être un peu trop modéré, finalement c'est un homme de la gauche radicale, oui, mais en fait on n'est pas sûr. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'on a une évolution? Il commence modéré et finit à la gauche radicale, ou il commence dans la gauche radicale et finit modéré, ou est-ce que finalement il se trouve peut-être dans cet entre-deux de tout à l'heure dont parlait un monsieur dont j'ai oublié le nom, mais qui parlait du solidarisme, dans un mouvement que peut-être lui-même n'a pas forcément théorisé, mais finalement on peut le classifier dans ce mouvement-là parce qu'on y retrouve. On y retrouve dans ses idées, dans ses discours, dans ses convictions. C'est un peu le paradoxe, parce que finalement, en effet, il est inclassable, insaisissable, mais en même temps c'est un homme de son temps, il succombe à la naissance du socialisme, il succombe au tournant nationaliste, ou du moins il reste vraiment sur cette ligne, qui est la ligne qu'il a depuis le début des années 1870. J'avais pas osé faire cette conclusion, mais votre question me permet peut-être de le dire, c'est une hypothèse en fait. Est-ce qu'il y a un goblettisme? On pense qu'il peut y avoir un goblettisme, mais finalement il n'a pas d'assise théorique et il n'y a pas de goblettisme. Donc, c'est un peu une coquille vide en fait. Et voilà, il est resté seul, sans appui théorique, il est assez isolé, marginalisé finalement, à la fin de sa carrière politique, je pense. En fait, la citation que j'avais indiquée, il se reconnaissait lui-même un grand fond d'indépendance de caractère. Je pense qu'en fait, tout vient de là. C'est-à-dire que son indépendance de caractère fait qu'il n'a jamais voulu
se mettre sous la coupe d'un tel ou d'un tel, certainement. C'est pas rangé dans une écurie existante. C'est ça, ouais. En gros. Si je résume. Sauf la sienne avec personne. Oui, c'est ça. Juste une petite remarque, c'est pas parce que, bien sûr, son impact. Est-ce que Jules Ferry ou Gambetta ou Paul Bert se rangeaient derrière quelqu'un? Ah non. Derrière eux-mêmes. Et ça ne les a pas empêchés d'être des chefs d'État de premier plan. Et en plus, il n'y avait pas de discipline de parti, puisque le parti radical a été fondé en 1901, je crois. Il faut dire que René Goblet aussi, il a une ascension politique très rapide, mais voilà, il décline aussi très rapidement, et la brièveté de sa carrière politique en fait qu'il n'a pas eu la longévité non plus d'autres figures républicaines des débuts de la Troisième République. Oui, je me pose quand même la question si on ne peut pas rapprocher la pensée de Goblet d'un autre intellectuel qui est précisément Jules Barny, que je connais un peu plus. Jules Barny. Bon, effectivement, pour expliquer d'ailleurs comment il peut avoir un passage d'un anti-socialisme après un rapprochement avec les socialistes, c'est bien compris ce qui s'est passé. Bien, c'est que Jules Barny, dans le fond, défend ce qu'il appelle l'associationnisme, bien, qui est effectivement, comment dirais-je, l'idée, on le trouve d'ailleurs, l'importance de la décentralisation, l'importance de, encore des coopératives, même aussi de tous ces mouvements un peu mutualistes, bien. Or, ils le font contre, évidemment, une conception collectiviste qui est effectivement, dit que ce serait l'État qui, effectivement, prendrait en main les entreprises, etc. Au nom de ça, bien sûr, Goblet comme Barny, au nom de la liberté, la liberté individuelle, évidemment, s'y oppose. Mais l'idée qu'il puisse y avoir cet associationnisme, c'est-à-dire une certaine autonomie du mouvement, disons, pas de la classe ouvrière, parce que là, c'est plutôt la classe travailleuse, disons, dans le sens global, ça lui convient très bien. Et on peut expliquer comme ça qu'il existe ce passage entre, au départ, contre le socialisme et ensuite un certain rapprochement avec Jaurès, etc. Je me demande, c'est une question que je pose, évidemment. C'est une hypothèse. En tout cas, comme ministre de l'Instruction, il autorise aussi le premier congrès international des instituteurs qui a lieu en France en 1885, qui est vu un peu comme le point de départ du mouvement amicaliste chez les instituteurs. Donc il y a peut-être de ça, oui, c'est peut-être une piste à creuser. On discutait un petit peu en aparté, et c'est vrai que tout à l'heure on se posait la question de savoir si voilà, il avait été intéressé par les questions éducatives, le fait qu'il soit arrivé effectivement au ministère de l'Instruction publique, et que ce soit finalement pas un choix, mais plutôt voilà, le dernier sur la liste. Et puis tout à l'heure se posait la question, c'était Madame De Sèvres qui disait que effectivement il y a 10 pas dossiers, mais 10 récurrences sur les questions scolaires lors de son année de mandat. En fait, depuis 1833, de toute façon, c'est une question qui est gérée par le maire et par les mairies. Donc finalement, c'est par la force des choses qu'il doit s'occuper de ce sujet. Tu disais tout à l'heure, en 86, Paul Bert, voilà, par la force des choses, ça lui arrive et il doit gérer ce dossier. Finalement, c'est souvent par la force des choses qu'il est amené à travailler sur plusieurs dossiers. Et contrairement peut-être à d'autres, est-ce que finalement, c'est pas un personnage qui ne sait pas, qui n'a pas créé les conditions finalement de ce qu'il portait? Est-ce qu'il n'a pas été là effectivement pour porter à ce moment-là les choses par rapport à d'autres personnages un peu plus emblématiques qui sont restés et qui se sont créés leur propre domaine en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Il y a une chose aussi assez importante, mais ça c'est les spécialistes de l'histoire de l'enseignement qui me contrediront pas, mais je crois qu'Amiens a une place particulière justement un peu de laboratoire de l'école publique
de création de l'école publique laïque et obligatoire, Amiens était très en pointe, puisque avec la personnalité de Jules Barnier, ce que Jules Barnier a fait, puis après Goblet qui s'est retrouvé continuer cette œuvre-là, mais toutes les décisions qu'on trouve dans la loi, enfin tout ce qu'on trouve dans la loi de 1886, finalement, on le trouve quelques années avant déjà entériné à Amiens et mis en application à Amiens. Et le salaire, par exemple, des institutrices et des directrices d'école était le plus fort en France, me semble-t-il. Donc Amiens avait vraiment une espèce d'aura de laboratoire de création d'écoles publiques. Enfin, je pense ne pas me tromper en disant ça. Donc Goblet s'est trouvé là, en tant qu'élu local, mais... Et il connaissait parfaitement Jules Barnier. Oui, c'est ça. Et effectivement, c'est Jules Barnier qui a obtenu l'augmentation des salaires des instituteurs. Qui a été refusé par Ferry. Oui. Oui.